Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. 34 ministres et 20 otages libérés, ou qui vont l'être. On revient ensemble sur les deux grands événements qui ont marqué ces dernières heures. On revient ensemble sur ces événements avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau d'abord, et puis ensuite avec l'avocat de Sacha Gozlan qui porte la cause des familles françaises d'otages retenus par le Hamas. Et puis en fin d'émission, l'universitaire Gilles Kepel et le magistrat antiterroriste Jean-François Ricard viendront nous présenter leur livre écrit à deux mains. Il fait le bilan passionnant de 40 ans de lutte contre le terrorisme islamiste. Point de vue, c'est parti. Bonjour Dominique Rousseau. Bonjour. Est-ce qu'Emmanuel Macron a sauvé sa tête ? Écoutez, Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il gouvernerait le pays jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute du dernier jour, et il en apporte la preuve, puisque le gouvernement qui a été nommé hier soir est un gouvernement très largement favorable et, disons, macroniste. Évidemment, la figure de Sébastien Lecornu, fidèle parmi les fidèles depuis 2017. Donc, c'est un gouvernement, disons, fidèle à Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a sauvé sa tête ? Ça, c'est moins sûr, dans la mesure où tout va dépendre de la déclaration de politique générale, tout va dépendre de la discussion sur le budget. Donc, gouvernement macroniste, toujours en sursis, en fonction de la réaction de l'Assemblée nationale. Pour autant, il a trouvé quand même 34 personnes pour participer à ce gouvernement à un moment où on entend de plus en plus d'alliés qui soit l'appellent à partir, soit disent à minima qu'on ne comprend pas les décisions. En effet, mais vous aurez remarqué que parmi ces 34 députés, il y a beaucoup de non-politiques, en tous les cas de hauts fonctionnaires ou de personnalités de la société civile, ce qui pourrait faire ressembler la situation à celle qu'avait connue Alexandre Mitterrand en 1924, j'insiste sur Mitterrand parce que parfois on zappe sur Mitterrand, c'est Alexandre Mitterrand qui en 1924 s'était trouvé dans une situation un peu semblable, c'est grève des ministres. Aucun homme politique ne voulait être dans son gouvernement, ce qui l'avait conduit à démissionner. Là, on voit que effectivement, il a les 34, mais parmi les 34, il y a beaucoup de non-politiques, et les politiques qui y sont, si j'ai bien entendu, sont en conflit avec leur propre parti. Est-ce que vous êtes frappé, question pour l'instant, on reviendra ensuite sur les conséquences et les suites de la nomination de ce gouvernement, mais est-ce que vous êtes frappé par la montée de ce son et de cette ambiance réclamant ou évoquant la démission ou la destitution du président? Oui, je suis étonné de cette montée en puissance. Au départ, je dirais c'était normal, ça venait de LFI, donc évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais je vois que depuis quelques jours, voire quelques semaines, cette demande de départ du président se fait, y compris dans son propre camp. La position d'Édouard Philippe est, d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue politique, on peut en discuter, mais d'un point de vue constitutionnel, est logique. S'il y a une dissolution maintenant et qu'il y a une élection présidentielle après, le nouveau président ne pourra pas dissoudre l'Assemblée nationale, il sera lié pendant un an par l'Assemblée nationale qui aurait été élue par exemple en novembre 2025. En revanche, s'il y a une présidentielle en février 2026, comme le propose Édouard Philippe, à ce moment-là, Édouard Philippe peut dissoudre l'Assemblée nationale et espérer avoir une majorité qui le soutienne. Donc, si vous voulez, la position, encore une fois, d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue politique, on peut discuter, mais d'un point de vue constitutionnel, une démission d'abord et une élection législative après est plus logique qu'une élection législative d'abord et une élection présidentielle qui empêchera le nouveau président de pouvoir dissoudre. L'explication de texte d'Édouard Philippe est intéressante de votre point de vue parce que c'est une explication en fait constitutionnelle. Absolument. Qui d'un point de vue politique avait été quelque chose de plus étonnant, mais
on comprend mieux. D'un point de vue constitutionnel, c'est logique. Là, politiquement, c'est pas moi. Alors, d'un point de vue constitutionnel, je vous propose d'écouter le point de vue précisément d'Henri Guénaud, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui dit tout le mal qu'il pense de l'option justement voulue par Édouard Philippe. Et si le président de la République démissionne, surtout s'il démissionne sous la pression, alors on n'a pas du tout réglé le problème. D'abord, on affaiblit la fonction présidentielle. Donc il n'y a plus le chef qui va pouvoir remettre de l'ordre, il va disparaître du paysage. Et d'autre part, celui ou celle qui va être élu va être élu après une campagne de 30... il n'y aura même pas 30 jours, c'est 35 jours maximum. C'est-à-dire le rendez-vous démocratique ça dépend, sera raté. Non. Ça dépend aussi. Il y a un papier d'Éric Schüttel qui disait que le président de la République, en responsabilité, pouvait annoncer sa démission pour dans 6 mois, dans 7 mois, dans 8 mois. Non, ça c'est une petite astuce. Aucun président ne fera ça. Et d'ailleurs, ce serait absurde parce que pendant quelques mois, on n'aura plus de président. Dans ce cas, il n'y aura plus de pouvoir du tout. Une démission forcée, plus ou moins, du président de la République affaiblirait les institutions. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que vous partagez d'abord ce point de vue ? Non, je dirais qu'ils sont déjà assez affaiblis par la crise actuelle. Je ne pense pas. Il y a eu dans l'histoire française des démissions de présidents de la République, y compris récemment. Il y a le général de Gaulle en 1969. Oui, mais après un référendum. C'est-à-dire qu'il y avait un acte démocratique fort qui permettait de montrer qu'il y avait une séquence... En tout cas, c'était au terme d'une séquence démocratique. Absolument. Là, si vous voulez, si le président de la République démissionne, c'est parce que son gouvernement aura été renversé une nouvelle fois, Sébastien Lecornu 2, et que par conséquent, il n'aura le choix qu'entre deux solutions, ou la dissolution ou la démission. Je rappelle que il y a des présidents qui ont démissionné sans que ça porte une atteinte aux successeurs. Je veux dire, Alexandre Mitterrand a démissionné en 2024. Il n'y a pas eu de démission. 1924. En 1924. Il n'y a pas eu. Même chose pour Jules Grévy. Oui, mais Dominique Rousseau, vous n'êtes pas sans savoir, surtout vous, que les pouvoirs dont disposait Alexandre Mitterrand étaient bien différents, bien plus honorifiques et bien moins larges et bien moins lourds que ceux dont dispose le président de la République dans la Ve République, fut-elle réduite au quinquennat. La fonction fut-elle réduite au quinquennat. Les pouvoirs du président de la République, là encore, excusez-moi de revenir sur le constitutionnel, les pouvoirs du président de la République dans la Constitution ne sont pas des pouvoirs de décision. Michel Debré, dans son discours au Conseil d'État le 27 août 1958, disait « Les pouvoirs du président de la République sont des pouvoirs de sollicitation ». Il sollicite le Conseil constitutionnel en le saisissant, il sollicite l'Assemblée nationale en nommant un Premier ministre. C'est des pouvoirs de sollicitation. Celui qui a le pouvoir de décision, c'est le Premier ministre, articles 20 et 21. C'est la pratique constitutionnelle. Mais pensez à la période 97-2002, le président de la République, Jacques Chirac, n'a décidé de rien. Il n'a pas pu s'opposer aux 35 heures. La guerre au Kosovo. Comment ? La guerre au Kosovo. Voilà. Et, alors sur le plan international, mais là sur le plan international, à l'époque, il y avait un accord entre la gauche et la droite sur le fameux domaine, le fameux domaine voilà. Réservé. Oui, oui. On va revenir justement au gouvernement. N'assiste-t-on pas à un paradoxe ? C'est-à-dire que le gouvernement Lecornu a été nommé, le président a pu partir en Égypte, il y a un gouvernement, il va y avoir un discours de politique générale donc ce mardi que l'on pourra suivre d'ailleurs en direct sur le site du Figaro, et l'État reprend son cours, enfin en tout cas la vie de l'État reprend son cours. Mais est-ce que ce n'est pas un faux semblant, est-ce que ce n'est pas une illusion ? Hier soir sur le site du Figaro, l'analyste William T nous disait que finalement on a mis des ministres techniciens, mais qui ne sont là que pour porter des projets de loi qui seront populaires, mais pas forcément nécessaires. Oui, c'est possible. Mais, les gouvernements techniques, notamment à ces postes-là, sont, entre guillemets, faussement techniques. Préparer le budget, c'est un acte
politique. Par conséquent, l'ancien président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, qui va avoir à gérer la réforme ou la suspension, le décalage, on ne sait plus très bien, la réforme de la réforme des retraites ou tout simplement son maintien, c'est pas technique, ça, c'est politique. Donc, je pense, si vous voulez, que pour revenir à votre question du départ, ce qui est en jeu dans les heures qui viennent, c'est le contenu de la déclaration de politique générale. Et ce qui est assez surprenant quand on fait du droit comparé, si je peux me permettre. Pourquoi ? Parce que dans tous les autres pays européens, on fait le programme du gouvernement et ensuite on nomme les ministres. Mais là, on a nommé les ministres et les ministres qui sont nommés ne savent pas quel est le contenu du budget qui va être proposé, ils ne savent pas quelle est la déclaration de politique générale, suspension, décalage, retrait, maintien. Donc on fait les choses à l'envers, ce qui évidemment donne de l'insécurité. Quand le gouvernement, par exemple en Allemagne, quand le gouvernement est constitué, il y a d'abord une rencontre entre les groupes parlementaires qui signent un contrat de gouvernement, et ensuite, sur la base de ce contrat, on nomme les ministres. Donc on est sûr qu'il n'y aura pas de censure ou de démission, puisqu'ils seront nommés sur la base de quelque chose qu'ils connaissent. Là, on nomme les ministres, mais les ministres ne savent pas sur quelle feuille de route, comme on dit maintenant, le gouvernement va diriger le pays. Techniquement, la présentation du budget est sauvée par la nomination même de ce gouvernement ? Alors, la présentation du budget est sauvée, puisqu'il y aura un Conseil des ministres demain. Donc, le projet de budget sera déposé et le délai prévu par la Constitution, 40 jours pour l'Assemblée nationale. Si au bout de ces 40 jours, l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée, attention, si elle rejette, ça veut dire qu'elle s'est prononcée. Si elle ne s'est pas prononcée, ça passe au Sénat qui a 15 jours pour délibérer, ensuite navette, et il faut que tout soit bouclé aux 70 jours. Si le Parlement ne s'est pas prononcé au bout de ces 70 jours, c'est l'article 47 qui le prévoit, le gouvernement peut appliquer le budget par voie d'ordonnance. De sorte que la non-application du 49.3 n'est pas une garantie. C'était la question que j'allais vous poser. N'y a-t-il pas d'autres moyens coercitifs que le 49.3 pour faire adopter ce budget ? Bien sûr, vous avez raison. Il y a l'article 40 qui interdit aux parlementaires de faire des amendements qui viendraient augmenter les charges publiques et qui diminueraient les ressources. Donc ça, on peut le déclencher une fois que le projet de budget a été présenté à l'Assemblée nationale. Absolument. Bon, mais article 40, donc. Article 40, article 47. Le gouvernement peut très bien laisser la discussion se dérouler tranquillement, dire tiens, les 40 jours sont épuisés à l'Assemblée nationale, on passe au Sénat. Mais par exemple, Dominique Rousseau, si au cours de ces 40 jours de discussion à l'Assemblée nationale, des amendements sont adoptés, d'autres sont rejetés, est-ce qu'on ne considère pas que l'Assemblée s'est prononcée ? Alors, non, si au bout du 40e jour, il n'y a pas eu un vote sur l'ensemble du budget. Il faut qu'il y ait un vote sur un ensemble du budget. Absolument, et pas simplement. Et donc c'est ce texte-là, c'est la copie du budget initial qui est examinée par le Sénat et non pas la copie amendée par les députés au cours de ces 40 jours. Exactement. Donc ça veut dire que les débats n'auraient servi à rien. Voilà. Ou bien le Parlement à faire ce que l'étymologie du terme indique, c'est-à-dire juste à parler. Exactement. On récapitule les options. Finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que on assiste à un paradoxe, on préserve les institutions, mais cette préservation à tout prix des institutions est en train de les affaiblir. Peut, en tout cas, les affaiblir. Je ne suis pas sûr parce que les institutions, le général de Gaulle et Michel Debré, ont pensé les constitutions avec l'idée qu'il n'y aurait jamais de majorité à l'Assemblée nationale. On sortait de la 4e République en 1958. D'où la multiplication des articles qui viennent rationaliser le régime parlementaire. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on dit qu'on n'utilisera pas l'article 49.3. Bon. Là, les institutions permettent précisément de gouverner lorsqu'il n'y a pas de majorité au Parlement, y compris sur la question du budget. C'est-à-dire que si
le gouvernement a l'article 40, il a l'article 47, et il a aussi la possibilité, c'est la loi de finances, l'organisme sur les finances publiques, de faire voter une loi spéciale. Hein, si ça n'avance pas, si on n'arrive pas à voter, le gouvernement peut, le 19 décembre 2025, déposer une loi spéciale qui l'autorise à lever les impôts, hein, et donc à pouvoir engager les crédits pour payer les services publics. Oui, mais sur quelle base? Est-ce que c'est sur la base d'un nouveau budget ou sur la base du budget de l'année précédente? Sur la base du budget 2024-2025. Voilà. Sur la base du budget précédent, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de shutdown comme aux États-Unis. La continuité de l'État a été pensée par ceux qui ont rédigé la Constitution. Autrement dit, les institutions tiennent. Elles sont faites pour un paysage politique où il n'y aurait pas de majorité. D'où l'article 40, d'où l'article 47. Est-ce que, malgré tout, toutes les précédentes réformes constitutionnelles n'ont pas précisément affaibli ce genre de dispositif en voulant à chaque fois octroyer, soit en voulant réduire le pouvoir du président de la République, soit en voulant augmenter celui du pouvoir législatif? Alors ça dépend de quelle réforme vous parlez. Est-ce que vous parlez par exemple du passage de 7 ans à 5 ans pour l'élection présidentielle? Est-ce que vous pensez au renversement des dates des élections législatives par rapport aux présidentielles? Je pense, si vous voulez, que reste en suspens ce que j'appelle l'équivoque constitutionnel. C'est-à-dire, nous avons en France deux capitaines dans le bateau, le président de la République et le Premier ministre. Et si vous regardez l'histoire de la Ve République, il y a toujours eu des problèmes entre les deux capitaines. Il y a eu des problèmes entre De Gaulle et Debré en 62, entre De Gaulle et Pompidou en 68, entre Pompidou et Chaban en 72. Pas tellement entre Pompidou et Messmer, il n'y a pas eu le temps. Ah ben non, mais il y a eu quoi, quelques mois. Hein. Entre Giscard, évidemment, et Chirac. Moins entre Giscard et Barre. Alors, moins entre Giscard et Barre. Après. Mais pourquoi? Parce que le vrai capitaine, ça a été Barre. D'ailleurs, on parlait à l'époque de barrisme et moins de giscardisme. Hein. Donc, si vous voulez, il y a deux capitaines. On l'a vu aussi entre Nicolas Sarkozy et Fillon. On l'a vu entre François Hollande et Valls. On l'a vu entre Mitterrand et Rocard. Donc, il y a toujours, si vous voulez, de par la pratique, une équivoque constitutionnelle qui, de mon point de vue, c'est ça qui affaiblit la Constitution. C'est ça qui affaiblit les institutions. On a deux capitaines dans un bateau. Enfin, c'est pas possible que deux capitaines conduisent un bateau. Donc, il faut choisir. Alors, certains disent qu'il faut supprimer le Premier ministre. C'était la position de Fillon avant qu'il devienne Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est la position de François Hollande. D'autres disent qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République afin que soit clairement précisé que le capitaine, c'est le Premier ministre, et l'arbitre, celui qui veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics, ce qui n'est pas inaugurer les chrysanthèmes, hein, comme disait le général de Gaulle, assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics est une responsabilité politique et morale. Un arbitre sur le terrain, si on fait la comparaison du foot, l'arbitre n'est pas quelqu'un d'anodin, de banal et de sans importance sur un terrain de foot. Oui, mais il n'y a pas de problème avec les arbitres de touche, généralement. Là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah non, Merci beaucoup, Dominique Rousseau. C'est absolument passionnant et captivant, en tous les cas, d'entendre vos explications. Et on lira avec profit, d'ailleurs, un de vos livres, Les Contestations, hein, qui est dans une petite maison d'édition. Mais enfin, justement, ça n'empêche pas d'avoir le plaisir de découvrir donc cette publication, Bellopoli, la maison d'édition. Et c'est à lire, et surtout en ce moment où, justement, le pouvoir exécutif est au cœur de ces contestations. Merci beaucoup, Dominique Rousseau. L'autre actualité de la matinée, et on est en train de se produire à l'heure où je vous parle, c'est Donald Trump qui est en train de s'exprimer devant les députés israéliens à la Knesset. Les premiers otages ont été libérés auparavant. On y revient dans un instant avec l'avocat des familles françaises, Sacha Gozlan.
Bonjour Sacha Gozlan. Bonjour. On vient de voir un instant les images à Tel Aviv à l'annonce et à la vue des premières libérations d'otages. Que vous inspirent d'abord ces images? Un grand soulagement, une grande joie, puisque depuis plus de 2 ans maintenant, des familles, des proches attendaient désespérément la libération des leurs. Et donc c'est aujourd'hui un grand soulagement et une grande joie qui traverse tous ceux qui se souciaient du sort de ces otages dont on n'avait aucune nouvelle. Et dans le même temps, une certaine gravité, une certaine inquiétude. Une gravité parce que concomitamment au retour de ces otages, les Israéliens, leurs proches, vont recevoir dans les prochaines heures des corps d'otages. Est-ce que vous avez eu, à l'heure où on se parle, des nouvelles des otages qui ont été libérés ce matin? Écoutez, les otages qui ont été libérés ce matin, ils sont pris en charge dans les hôpitaux israéliens. Dans un premier temps, une première vérification est effectuée sur leur état de santé, comme ça a été le cas à chaque vague de libération d'otages. Et puis ensuite, ils retrouvent leurs proches. Il y a des premiers échanges et puis il y a un temps de débrief qui est organisé. Et progressivement, les otages reprennent le chemin de la vie. Et c'est un chemin dont on sait aujourd'hui qu'il est long, difficile et qu'il prend du temps. Le chancelier allemand Friedrich Merz appelle au retour des otages israéliens assassinés. Donc seuls ceux qui sont vivants ont été libérés. Oui, ce matin, 20 otages vivants ont été libérés. Il n'y a plus d'otages vivants qui soient encore aux mains du Hamas à l'heure où on se parle. Et on attend encore 28 corps qui devraient être restitués dans les prochaines heures ou les prochains jours. Une question vient à l'esprit quand on voit ces libérations d'otages vivants. Ça fait donc 2 ans qu'ils ont été, plus de 2 ans, 2 ans et 6 jours qu'ils ont été enlevés. Comment ont vécu ces otages pendant ces 2 ans? Je veux dire, en dehors, on va y revenir, des conditions de détention, mais dans une zone qui est en guerre, qui est sans cesse bombardée. Qu'a-t-on appris justement des précédentes détentions sur les conditions dans ces circonstances? Ce sont des conditions terribles. Ce sont des gens qui, pendant plus de 2 ans, on le présume et on le saura dans les prochaines semaines, n'ont pas vu la lumière du jour. Les premiers otages qui avaient été libérés, au bout de plusieurs semaines déjà, et qui avaient vécu dans les tunnels, dans la poussière, sans être nourris, sans boire, sans être soignés pour certains parce que certains étaient malades, la première chose qui était difficile pour eux, c'était d'ouvrir les yeux et de voir la lumière du jour. Donc on en est là. Et donc on peut imaginer que pour des gens qui ont été retenus pendant 2 ans et 6 jours dans des tunnels, les conditions de détention auxquelles s'ajoute la guerre, dont on sait qu'elle a été terrible, ne faisait qu'ajouter à la crainte des familles, parce qu'elles savaient très bien que les conditions dans lesquelles ils survivaient étaient manifestement extraordinairement terribles. Vous avez eu des nouvelles de certaines familles d'otages libérés aujourd'hui ou pas? Non. Les otages que nous représentons avec le collectif d'avocats que nous avons monté en France, nos otages, nos clients, entre guillemets, ont déjà été libérés. Le dernier, c'était Ofer Calderon qui avait été libéré, on s'en souvient, en début d'année 2025. Et pour eux, s'est ouvert le chemin progressif des retrouvailles avec leurs proches et de la reconstruction. Ofer Calderon était en France il y a quelques semaines pour participer au Tour de France. Il était invité puisqu'il est fan de cyclisme. Donc c'est une réadaptation progressive dans la vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui est un jour de réjouissance parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a annoncé le président Trump, c'est ce qu'annoncent tous ceux qui ont participé à cet accord, aujourd'hui c'est la fin de la guerre.
Donc, war is over, c'est ce qu'a dit Donald Trump, ce qu'a déclaré le président américain avant de prendre l'avion pour Jérusalem, où il est arrivé, ovationné d'ailleurs à l'instant à la Knesset. Êtes-vous justement, d'abord, est-ce que vous pensez que la guerre est terminée? Je l'espère. Et est-ce que vous êtes soulagé de l'action de Donald Trump? Quoi qu'on pense de Donald Trump, il a réussi à mettre en place un accord qui a permis de sauver des vies, qui a permis de mettre fin à un conflit qui dure maintenant depuis plus de 2 ans, qui a coûté énormément aux Israéliens et aux Palestiniens. Et donc à ce titre-là, quoi qu'on pense de la politique intérieure de Donald Trump ou de sa politique extérieure, le fait est qu'il a réussi à obtenir le deal qu'il attendait. Et donc aujourd'hui, la guerre prend fin, c'est la fin du temps militaire, on l'espère, sous toutes les réserves, parce qu'on sait que cet accord, il se négocie avec le Hamas, qui est un groupe terroriste, dont on sait le cynisme, dont on sait la fragilité de la parole, et donc on espère que cette fois-ci, ils tiendront leur parole. Mais si c'est la fin du temps militaire et que s'ouvre le temps diplomatique, nous l'espérons, viendra demain. Et ce sera sur le temps long, le temps judiciaire, le temps d'identifier les auteurs, le temps pour identifier les complices, le temps pour identifier ceux qui ont financé, ceux qui ont participé à ces opérations qui ont été commises le 7 octobre. Alors, c'est très intéressant ce point-là, et c'est effectivement les suites sur lesquelles vous travaillez, Sacha Gozlan. D'abord, quelles sont les suites judiciaires après une libération? Écoutez, dès le 17 octobre 2023, le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête préliminaire. Un des représentants d'ailleurs parlera juste après vous. Il a ouvert une enquête préliminaire pour des infractions en lien avec une entreprise terroriste. Parce que il y a des victimes françaises du 7 octobre, et elles sont nombreuses, et on sait que c'est l'un des crimes terroristes qui a ôté la vie au plus de Français à travers le monde. À combien de victimes françaises? On est à 51 victimes françaises qui ont été assassinées le 7 octobre, dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et donc, cette enquête préliminaire, elle se poursuit. C'est une enquête qui est une enquête miroir de l'enquête israélienne qui a été ouverte par les autorités israéliennes. Et quand on était dans le temps de la guerre, c'est très compliqué d'enquêter. C'est très compliqué de recueillir des éléments de preuve, d'identifier les auteurs, d'identifier les complices, de déterminer les conditions dans lesquelles ces actions terroristes ont pu se dérouler. Maintenant, nous l'espérons, maintenant que la pression militaire se réduit et que nous entrons dans ce temps de paix, que ce temps de paix devienne le temps de la justice. Et que ce temps de la justice, on sait qu'il sera long, mais on espère qu'il aboutisse, y compris en France. Alors, c'est la question, c'est l'une des autres questions qui vient à l'esprit. Est-ce que vous ne craignez pas que ces suites judiciaires, pour longues qu'elles soient, surtout ne soient pas vaines, pour 2 raisons. D'abord, la longueur que tout cela va prendre. Et puis, dans un accord de paix, pour qu'il y ait paix, souvent, il y a amnistie. Bien sûr, ça fait partie des questions. Et d'ailleurs, le plan Trump en 21 points, sur ce point spécifique de la question de l'amnistie des auteurs, des commanditaires, est assez flou. Donc à ce stade, on ne le sait pas. Mais il ne faut pas que cela empêche d'identifier les auteurs. S'il devait y avoir ensuite des questions diplomatico-judiciaires qui se posent, elles seront réglées en temps utile, mais au moins que les auteurs soient identifiés. Et peut-être que cette amnistie, elle ne vaut que pour les commanditaires, mais qu'à travers les centaines de milliers d'heures d'images, parce que quand même, la spécificité de ces crimes qui ont été commis le 7 octobre, c'est qu'on a vu sur nos écrans la terreur. En France, on les a vues, ces images qui ont été diffusées. Et donc, on a des centaines de milliers d'heures. Ce sont des pièces à conviction. Qui sont des pièces à conviction, qui doivent être analysées, qui doivent être traitées et qui doivent permettre d'identifier pour chaque scène de crime, comme ça a été fait par exemple pour les attentats du 13 novembre, pour chaque scène de crime, qui sont les auteurs, qui sont les victimes et quels sont les mécanismes de responsabilité qui peuvent être mis en cause. Et ça va être ça le travail de la justice. Donc effectivement, ce sera un travail sur le temps long, mais regardez, dans quelques semaines, dans quelques mois, on aura le procès de l'attentat de la rue Copernic, un attentat qui a eu lieu au début des années 80. Et nous sommes en 2025. Eh bien, la justice, quand elle travaille sur cette question du terrorisme, elle finit par passer. Peut-être tardivement, peut-être que cela prend beaucoup de temps parce qu'il y a des questions qui sont complexes et d'ailleurs d'autres juridictions enquêtent également sur les crimes qui ont été commis le 7 octobre. Mais ce que nous espérons, c'est que viendra un jour le temps judiciaire et pour nous, le travail se poursuit.
il ne s'arrête pas aujourd'hui avec la libération de ces otages. Le crime a été consommé, il existe, et nous comptons bien... Quelle est la qualification des crimes, d'ailleurs ? La qualification telle qu'elle a été retenue par le parquet national antiterroriste à ce jour, ce sont des infractions en lien avec une entreprise terroriste. Donc ce sont des assassinats, ce sont des enlèvements sans libération volontaire, ce sont des violences volontaires. Et peut-être qu'il y aura des questions de qualification qui se poseront. Peut-être que la question de la qualification de crimes contre l'humanité, pour les crimes qui ont été commis le 7 octobre... Parce que l'enjeu sera aussi sans doute la prescription. Probablement, mais si l'enquête est ouverte et qu'elle n'est pas interrompue et qu'il y a des actes d'enquête, la question de la prescription, elle est repoussée. Reporte. Que vous ont appris pour l'instant les enquêtes qui ont été menées sur les otages français ou les victimes françaises du 7 octobre? À ce stade, on n'a pas d'informations sur lesquelles on peut communiquer sur des informations précises concernant des victimes françaises du 7 octobre. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les autorités judiciaires françaises travaillent dans la mesure du possible avec les autorités judiciaires israéliennes pour recueillir ces éléments-là, qu'il y a eu un certain nombre de recueils de témoignages, que les plaintes qui ont été versées au dossier, que les documentations vidéo qui ont été versées au dossier, nous l'espérons, permettront d'identifier les auteurs. Mais je ne peux pas vous dire, à ce jour, dans le cas de tel otage, il a été pris en otage par telle personne et donc nous attendons qu'il soit remis entre les mains de la justice. Et par ailleurs, comme on était aussi dans le temps de la guerre, certains des auteurs, certains des commanditaires ont été tués au cours de la guerre. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose. Les libérations n'ont pas été filmées, les actes d'échange de prisonniers n'ont pas été filmés, contrairement à certaines libérations précédentes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose parce que le Hamas, qui est une organisation terroriste, utilisait ces libérations d'otages, en fait, transformait ces moments qui devaient être des moments de soulagement pour les proches en des moments de propagande, avec des otages qui étaient traînés au milieu de la foule, au milieu d'hommes qui soudain apparaissaient armés et cagoulés et masqués, qui étaient apeurés, et dans des conditions dont on voyait bien qu'elles servaient à poursuivre le crime. En définitive. Le 7 octobre 2023, le Hamas et les organisations qui ont participé à ces crimes ont débuté une guerre psychologique à l'endroit des civils israéliens. Et les cérémonies macabres qui étaient organisées lors des dernières vagues de libération d'otages n'étaient que dans la continuité de cette guerre psychologique qui avait débuté le 7 octobre. Alors justement, une question sur ce point-là. Il y a un des aspects dans la prise en charge des otages, une fois qu'ils sont libérés, apparemment, qui émerge, c'est l'aspect psychologique, puisqu'on a appris notamment un otage qui avait été libéré s'est suicidé la semaine dernière, ce qui a provoqué un grand traumatisme parmi les familles d'otages. Vous en avez eu d'ailleurs écho? Bien sûr, mais vous savez, vous parlez à n'importe qui vit en Israël, c'est une société qui est traumatisée. Pendant des mois et des mois, les gens allaient au travail le matin, enterrer des proches l'après-midi et pleuraient le soir et manifestaient pour la libération des otages tous les samedis, place des otages ou ailleurs dans le pays. Donc c'est évidemment une société qui est dans une détresse psychologique qui est terrible. Et malheureusement, on a vu ces derniers mois, après les libérations, et même pour des gens qui n'avaient pas été pris en otage, des suicides. Et c'est à chaque fois une détresse qui n'a pas pu être prise en charge. Vous imaginez que ces personnes qui se suicident sont des gens qui ont survécu à l'indicible, qui ont vu certains de leurs proches être violés jusqu'à ce que mort s'en suive sous leurs yeux, qui ont été forcés à regarder ça, qui ont été blessés par balle. Enfin, on peine à exprimer toute la souffrance qu'ont enduré ces personnes-là. Juste avant que Donald Trump pénètre dans l'enceinte de la Knesset et qu'il soit ovationné par les députés israéliens et que Benjamin Netanyahou déclare « Il n'y a personne d'autre vous qui mérite plus que vous le prix Nobel de la paix, Monsieur Trump », on a vu des scènes de liesse à Ramallah en Cisjordanie et avec la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce que c'était là aussi le prix à payer ?
Je pense que, vous savez, moi je ne suis pas un expert militaire, je suis avocat. Mon rôle n'est pas de dire libérer tel prisonnier représente un danger pour la sécurité d'Israël. C'est un choix qui est fait par les autorités israéliennes dans le cadre d'une guerre qui a duré pendant plus de 2 ans, qui est la plus longue guerre d'Israël, celle qui lui a probablement coûté le plus. Collectivement et à titre individuel. Et donc, évidemment, il y a une question qui se pose sur le plan de la sécurité. On sait que Yahya Sinwar, qui était l'un des organisateurs du 7 octobre, faisait partie de ces prisonniers palestiniens qui avaient été libérés dans la vague de libération en contrepartie de la libération de Gilad Shalit. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est ce qu'on entend parfois dans le débat public français, et c'est cette mise en équivalence entre, d'un côté, des prisonniers palestiniens qui ont pour beaucoup été jugés, dont on sait les conditions de détention, et de l'autre, et où ils se trouvent, et de l'autre, des otages qui ont commis le seul crime que d'être juifs et d'avoir été dans la ligne de tir de l'action du Hamas. Merci beaucoup Sacha Gozlan, merci d'être venu commenter ces images qui nous sont parvenues juste avant de Tel Aviv et également de Jérusalem et de Cisjordanie aujourd'hui. Premières images donc notamment de libération d'otages et de prisonniers palestiniens. Merci beaucoup. On va continuer bien évidemment à suivre les développements autour de ces libérations et les suites de cet accord et de ce plan en tous les cas présenté par Donald Trump. Combien de temps durera le prochain gouvernement? La question est sur toutes les lèvres. Les dossiers chauds ne manquent pas. Il n'y a pas que le budget. Il y a effectivement, on l'a évoqué même à l'instant, la sécurité. Une menace continue de rôder. Le terrorisme. Difficile d'ailleurs pour le Premier ministre de l'ignorer dans un contexte de montée de l'antisémitisme. Ça nous oblige évidemment en France, ici, à lutter contre l'antisémitisme, à se rappeler que le terrorisme reste un enjeu important. On voit la pression terroriste qui pousse au Sahel, on voit la situation au Moyen-Orient, on voit la situation aussi sur les branches de l'État islamique qui sont en Asie, de l'Afghanistan jusqu'en Iran, et on voit bien que cette menace, elle est encore devant nous. Il ne faut évidemment pas la banaliser. Je pense qu'il faut un peu de dignité dans le moment dans lequel nous sommes, et cette exposition justement rappelle aussi que de grands mots MAUX et de grands défis continuent de peser sur la nation française et sur le monde entier. Bonjour Jean-François Ricard, bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Bon. À l'instant, on vient d'entendre le Premier ministre dire est-ce que l'antisémitisme est un moteur de la montée du djihadisme ? Mais il en fait partie, oui. Ça a été un élément très important dans la construction de la représentation de l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi sioniste représentait la figure du mal qui s'est ensuite, au moment de Daesh, très largement étendue, puisque Daesh n'était pas tellement focalisé sur Israël, mais était davantage focalisé sur les régimes arabes d'un côté et les États occidentaux de l'autre. Mais néanmoins, ça fait partie de ce que je me permets d'appeler le djihadisme d'atmosphère. Avant de revenir justement à votre livre, Jean-François Ricard, Gilles Kepel, peut-être une question sur ce que l'on vient de vivre et ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Est-ce que, d'abord, le Hamas est un groupe terroriste islamiste qui menace la France? Et deuxième chose, quelles peuvent avoir les répercussions de ce que l'on vient de voir sur ce que vous appelez, à la fin de votre livre, le djihadisme d'atmosphère? Alors, le Hamas, c'est un peu particulier. Une organisation terroriste, certainement, sans aucun doute. Toutes les caractéristiques sont là. Une organisation qui a une idéologie islamiste, également. Mais le Hamas n'a pas, jusqu'à présent, eu un autre calendrier que de frapper en Israël ou dans ce qui est considéré comme territoire occupé. Il ne frappe pas, par exemple, en Europe. Petit bémol, il y a quelques semaines, très peu de temps donc, 3 individus semblant se rattacher au Hamas ont été arrêtés en Allemagne en possession d'armes et de munitions. Et le parquet fédéral allemand les a présentés comme très proches du Hamas. Est-ce qu'on peut assister prochainement à un glissement sur ce plan, c'est-à-dire à des actions du Hamas hors d'Israël? On ne peut pas totalement le dissimuler. Je vous pose la question parce que dans votre livre, à l'origine, parmi les attentats terroristes qui marquent le début de cette séquence
si j'ose dire, de terrorisme islamiste, qui commence à la fin des années 70, on a quand même en toile de fond le conflit israélo-palestinien, Gilles Kepel. Oui, et chaque fois qu'il y a un blocage dans le conflit israélo-palestinien, historiquement, au cours du dernier demi-siècle, effectivement, l'option terroriste est utilisée pour faire bouger les lignes. Les éléments les plus connus, c'est bien sûr les Jeux Olympiques de Munich, le détournement du bateau City of Poros avec les passagers qui sont jetés par-dessus bord. Mais là, on est plus sur la cause palestinienne en tant que telle. Oui, mais ça, c'était avant que l'islamisme radical s'empare de toutes ces causes, si vous voulez, et les fédère. Et bien évidemment, ensuite, dans les attentats les plus récents, la dimension anti-juive, anti-sioniste, antisémite, comme vous voudrez l'appeler, va s'insérer. Par exemple, évidemment, l'attaque de l'hypercacher, et avant cela, le fait que Mohamed Merah était allé tuer à l'école Ozar HaTorah à Toulouse un professeur juif et des élèves. Ce qui s'inscrit dans cette vision qu'avait développée l'idéologue Abu Musab al-Souri, qui disait que pour fédérer la cause, pour avoir plus de gens avec soi, les islamistes devaient aussi récupérer la cause palestinienne qui appartenait jusqu'alors aux nationalistes arabes. Et Souri disait, il faut tuer des juifs et des apostats. Et c'est ce qui était arrivé, par exemple, au moment de l'affaire Charlie Hebdo, les gens qui caricaturaient le prophète, ça aussi, les apostats, c'est-à-dire des policiers d'origine musulmane considérés comme des traîtres à la religion, dans la vision des islamistes, ou évidemment ensuite le client de l'hypercacher. Avant de jeter un œil donc sur vos démarches respectives, notons qu'elles ont un point commun. Tout commence pour vous à la fin des années 70, et c'est à ce moment-là que finalement le terrorisme islamiste, comme vous le dites, hein, Gilles Kepel, surgit sur la scène internationale en Égypte et en Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, Jean-François Ricard, c'est qu'à ce moment-là, vous dites on est parfaitement démunis. On dit tout à fait démunis parce que, intellectuellement... Et c'est paradoxal, pardon, parce que des épisodes terroristes, on en connaît. Il y a le terrorisme palestinien, il y a le terrorisme des Brigades Rouges en Italie, à ce moment-là, et il y a eu quand même la guerre d'Algérie, avec le FLN, les attentats d'un côté, et les attentats de l'OAS de l'autre. Vous avez parfaitement raison de rappeler toutes ces formes de terrorisme. Mais le terrorisme de type djihadiste est une forme totalement nouvelle. Pourquoi ? Parce que son fondement est religieux. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un fondement politique classique, c'est-à-dire révolutionnaire, par exemple, ou anti-impérialiste, ou nationaliste, par exemple les Basques, les Corses. C'est un fondement profondément religieux. Et c'est ce que venait de dire Gilles Kepel il y a un instant en ce qui concerne les objectifs israéliens. Le terrorisme djihadiste, ce ne sont pas avant tout des objectifs israéliens, ce sont des objectifs anti-juifs. Et ça, on va le retrouver systématiquement dès l'apparition de cette nouvelle forme de terrorisme. Et nous sommes démunis parce que nous allons nous trouver en présence de fonctionnements nouveaux. Il ne s'agit plus d'organisations pyramidales au sens strict du terme, mais de fonctionnements souvent horizontaux, avec des organisations protéiformes, mouvantes, changeantes, des individus qui n'ont pas une fonction, mais plusieurs fonctions, qui ne vont pas être affectées à un pays, mais qui passent d'un pays à un autre. C'est donc quelque chose de tout à fait nouveau qu'il va falloir affronter. Il y a une scène très intéressante que vous racontez en début du livre, Gilles Kepel, c'est la façon dont vous apprenez l'assassinat du président Sadat au début des années 80. Vous trouvez justement, pas sur les lieux du crime, mais pas très loin, et ils vous sont rapportés par une personne qui travaille chez vous. Oui, par un employé de maison qui était femme de policier, justement, et d'un vrai policier qui mettrait des contraventions, pas un shawish à qui on donnait des bakshish pour se garer. Hein. C'est quelqu'un qui faisait partie du système de pyramidal, justement, pharaonique, si vous voulez, de Sadat. Et qui aurait pu se retrouver mitraillé au même titre que les autres agents de sécurité. Exactement. Le jour où Sadat a été assassiné. Et cette jeune femme, qui était mon employé de maison, par ailleurs fort sympathique, revient affolée et elle me dit en dialecte égyptien, Monsieur Gil, Monsieur Gilles, on a tiré sur Sadat à coups de pistolet, Inch'Allah, plus besoin de traduire ça aujourd'hui en France, qu'il l'ait tué.
Et ça m'a beaucoup frappé, puisque... C'est-à-dire qu'elle célébrait le fait qu'il ait été tué. Que le despote ait été tué. Alors, elle ne les identifiait pas forcément peut-être comme militants islamistes, mais elle se réclamait de Dieu, si vous voulez, d'Allah. Et pourquoi elle se réjouissait que Sadat était Parce que Sadat était perçu comme un despote dans cette population, quelqu'un qui a fait en sorte qu'on avait trahi la cause palestinienne, la cause arabe, que le niveau de vie avait baissé pour les pauvres, etc. Et tout ça, si vous voulez, c'est ça qui est important, c'est de voir comment... à tel ou tel moment de l'histoire, le djihadisme actif ou terroriste va réussir à catalyser des frustrations de segments de population. Et comme on voit aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les années 1990 et 2000, ou 2010, où au fond des populations nouvelles, frustrées dans leur développement, vont voir certains de leurs membres être attirés par une extrême radicalisation et basculer parfois dans la question djihadiste. C'est ça, c'est l'alliance du social et du religieux, de la frustration sociale et de l'aspiration ou de la frustration religieuse. Alors ça, c'est vraiment valable pour les pays du Moyen-Orient. En France, c'est un petit peu différent. L'aspect social est quand même très secondaire. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'individus que j'ai eu en face de moi qui participaient de cette implication dans ces réseaux. Ils ne me parlaient jamais de social. En revanche, le religieux a été mis en avant, très clairement. Il y a quelque chose qui vous frappe et qui frappe à la lecture au début de votre livre aussi, ce sont l'importance des réseaux, et ça vous a frappé, ça vous a étonné? Ah, c'était tout à fait frappant parce que on découvrait, je crois la période du milieu des années 90, on découvrait la présence de réseaux déjà très vivants et très efficaces à travers toute la France. Pas seulement les grandes villes, mais parfois des petites villes. Au nord, au sud, à l'est, partout, il y avait des individus qui étaient déjà impliqués en petit nombre au départ, et puis de plus en plus en nombre bien plus conséquent. Question en sociologue, Gilles Kepel. Est-ce que l'immigration a été aussi un moteur en France de recrutement et d'organisation pour ces réseaux de terrorisme djihadiste? Une grande partie très importante, évidemment, des individus concernés étaient issus de l'immigration musulmane. Mais il y a eu aussi, et ça c'était très frappant, notamment dans la dernière décennie, des convertis en nombre disproportionné par rapport à leur représentation dans la population, qui finalement se sont emparés de l'islam comme une espèce d'idéologie immédiate qui servait à habiller leur frustration, si vous voulez. Mais bien évidemment, la base, le socle, est composé de la population issue de l'immigration. Et d'ailleurs, cette population de l'immigration est aussi la cible des djihadistes, puisque ceux qui sont visés spécifiquement, ce sont ce que Souris, Jean-Paul Houzin, appelle les apostats. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans une logique d'intégration à la société et représentés notamment par les personnes d'origine musulmane qui servent sous l'uniforme, qu'ils soient policiers, militaires, pompiers, etc. Votre livre donc est écrit à deux mains, c'est la 4, effectivement, l'explication de votre présence tous les deux sur ce plateau. Qu'a apporté l'action judiciaire? L'action judiciaire a été fondamentale. Il y a une conjugaison de deux grands mouvements. D'abord, un développement vers une justice antiterroriste de plein exercice, c'est-à-dire à la fois efficace et indépendante, et en même temps une aptitude à gérer un phénomène nouveau. Je vous coupe, pardon, Jean-François Ricard. Je trouve ça très intéressant, mais d'un côté, la plupart des auteurs d'attentats sont morts quand il y a des procès, puisqu'ils ont été soit éliminés, soit ils se sont fait exploser. Et de toute façon, la prison ne les gêne pas. Donc à quoi ça sert? Alors, il est indispensable d'abord de permettre ces procès, 1, pour les victimes, 2, pour comprendre. La nation a besoin de savoir, de comprendre ce qui s'est passé. Prenons le procès des attentats du 13 novembre. C'était un formidable moment pédagogique parce que chacun a pu comprendre exactement qui étaient ces gens, quelles étaient leurs intentions et
tout le processus de préparation et de réalisation de ces attentats. Comprendre est une chose fondamentale. Le procès public contradictoire mené dans les règles du droit permet d'abord de comprendre. Et puis, il permet quand même de rendre la justice. Certes, beaucoup d'auteurs ont été tués, mais très souvent, on a dans le box des accusés, de 1995 jusqu'aux tout derniers attentats, on a quand même les auteurs, ou si on n'a pas les auteurs directs, on a leur entourage immédiat. Et je me permets de terminer sur ce point, il n'y a pas d'intervenant inintéressant dans un attentat. Il n'y a pas de troisième couteau. Chaque participant à la réalisation d'un attentat ou à la préparation d'un attentat a un rôle important et doit être jugé comme tel. Qu'a apporté l'action judiciaire à l'étude sociologique, justement, Gilles Kepel ? C'était tout à fait fascinant pour moi, et j'espère aussi pour Jean-François Ricard, d'écrire ce livre ensemble, puisque d'une certaine manière, entre, si j'ose dire, le prof et le proc, d'une certaine façon, il y avait un peu une relation entre un peu le myope et le presbyte. C'est-à-dire que moi, j'avais construit la vision globale. Dès 1981, je vois l'assassinat de Sadat, et je n'aurais pas imaginé qu'à partir de ça, évidemment, ça se développerait en France, justement, mon pays. Est-ce que moi-même, je serais victime d'une menace de mort, une condamnation à mort en 2016 ? Mais je n'avais pas sous les yeux, devant moi, si j'ose dire, les personnes qui étaient accusées. Et Jean-François Ricard lui-même, il le raconte dans le livre, quand il commence à la fin des années 70 ses études de droit, le terme de terrorisme est absent. Il va falloir que la justice apprenne tout ce contexte. Ça aboutira à la création du PNAT. Parquet national antiterroriste. Oui, c'est ça. Et là, la sociologie et les études apportent quelque chose, Jean-François Ricard ? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est ce mouvement, d'ailleurs, de basculement de l'un vers l'autre, permet surtout, encore une fois, de comprendre, de donner des clés. Mais elle ne biaise pas votre regard ? Ah non, elle ne biaise pas. Elle permet de l'affiner, au contraire. Deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a eu une cécité volontaire de la part des différentes élites et des différents dirigeants, Gilles Kepel ? Alors, volontaire, je ne sais pas jusqu'où, mais cécité indéniablement. En achetant quelque chose au marché ce week-end, je suis tombé sur un ancien préfet de police qui me dit « Ah, vous savez, bravo pour ce que vous avez fait avec le procureur, parce qu'à l'époque, on ne comprenait rien du tout à ce qui se passait là. » Et ce qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est justement une espèce de rétrospective globale qui est non seulement pour l'histoire et pour la compréhension, mais aussi pour l'action. Et c'est passionnant, c'est très réussi. Voir ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, est extrêmement inquiétant. Alors, juste deux questions. Le djihadisme ne change-t-il pas de nature avec Al-Qaïda, Jean-François Ricard ? Le djihadisme change en permanence de nature. Régulièrement, il y a une mutation, il y a des constantes, et puis il y a des mutations jusqu'à présent. Al-Qaïda, pas particulièrement. D'abord, Al-Qaïda n'a que très peu visé la France. On voit quand même que c'est le moment des attentats suicides. Oui, mais ce qui va changer, par exemple, puisque vous parlez des attentats suicides, c'est la guerre en Irak. Le groupe des Buttes Chaumont, puisqu'il s'appelait ainsi, qui est un groupe de jeunes Français basés dans le Paris 19e, qui va partir en Irak pour participer à la guerre en Irak à l'époque et commettre des attentats, n'a rien à voir avec Al-Qaïda. Et en revanche, il passe à l'attentat suicide. Réponse très courte. Vous terminez par le djihadisme d'atmosphère. Est-ce que l'islamisme peut s'imposer par d'autres moyens que par les armes, aujourd'hui, notamment en France ? Oui, bien sûr, notamment par la manipulation des partis politiques avec lesquels il s'allie. Et c'est l'un des enjeux, justement, de la déréliction de notre classe politique aujourd'hui qui donne le spectacle que l'on voit. Que manque-t-il aujourd'hui pour mettre un coup d'arrêt définitif, du moins profond, au terrorisme islamiste, Jean-François Ricard ? Réponse. Il n'y aura jamais de coup d'arrêt définitif, jamais. Mais il faut continuer inlassablement le travail qui a été déjà mené depuis des années, alliant le judiciaire, le renseignement, la police judiciaire, mais également l'ensemble de notre société, y compris l'éducatif. Merci beaucoup Jean-François Ricard, merci Gilles Kepel. Votre livre est absolument passionnant. Antiterrorisme, c'est aux éditions Plomb et c'est vraiment, vraiment à lire. Merci beaucoup, on se retrouve demain, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Point de Vue.